Bonjour, corrigeons la partie numéro 3, étude des aéronefs et des engins spatiaux de l'examen 2016 du BIA et du CAEA. Question numéro 1. Le rôle d'une sonde spatiale est d'être habitée pour permettre à l'homme d'effectuer des expériences en apesanteur, d'explorer le système solaire, d'évoluer en orbite basse pour analyser l'atmosphère terrestre, d'être satellisé en orbite géostationnaire. C'est évidemment, réponse bravo, hein, d'explorer le système solaire, comme par exemple Voyager 1 ou 2, New Horizons, la sonde de la NASA qui a été, qui est passée à côté de Pluton en 2015. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez revoir tout ça dans le briefing ECO 11, hein, les différents engins spatiaux et aérospatiaux. Question numéro 2. Le rotor anticoupe d'un hélicoptère permet de contrôler la rotation autour de l'axe de tangage, la rotation autour de l'axe de lacet, la rotation autour de l'axe de roulis, la vitesse ascensionnelle. Donc ce rotor anticouple, c'est ce qu'on en trouve à l'arrière de l'hélicoptère, d'accord? C'est ce qui permet d'éviter que l'hélicoptère il tourne sur lui-même, par l'entraînement du rotor, principal, d'accord? Et donc pour éviter ça, qu'il tourne sur lui-même, donc s'il tourne sur lui-même, il tourne autour de l'axe vertical, d'accord? Et cet axe vertical, c'est l'axe de lacet, hein, c'est l'axe, autour desquels, tournent les routes de montagne et tout ça, d'accord? Donc briefing ECO 09 pour revoir, cet aspect hélicoptère. Question numéro 3. Dans un moteur à 4 temps, la compression intervient après la combustion, la détente, l'admission, l'échappement. Donc c'est quand qu'on a la compression c'est après l'admission. Réponse Charlie. OK. Briefing Echo 23 pour voir ça. Question numéro 4. Pour un moteur à 4 temps, la phase qui produit de l'énergie mécanique est l'admission, la compression, la combustion, l'échappement. Réponse Charlie, hein, c'est la combustion détente. D'accord? La combustion, la détente, c'est ce qui permet de relancer le piston pour 2 tours. Voilà. Briefing toujours Eco 23 comme avant. Question numéro 5. Le pilote peut utiliser la post-combustion pour augmenter la poussée pendant une durée assez courte, perdre de la vitesse très rapidement, effectuer des virages à plat, atterrir par vent de travers. C'est évidemment, augmenter la poussée, pendant une durée assez courte, hein. C'est les avions de chasse qui utilisent ça souvent et c'est à l'arrière du réacteur de réinjecter encore du carburant et de le brûler, directement. Briefing Eco 31, pour voir cet aspect post-combustion. Question numéro 6. Si on compare aux voilures d'un avion, la voilure des planeurs modernes se caractérise par une petite envergure, une très grande finesse, une grande épaisseur du profil, une très grande rigidité. C'est une très grande finesse, réponse bravo, d'accord. On le voit bien que les planeurs, ils sont beaucoup plus larges, ils ont une très grande envergure, ils sont pas très épais, et ils sont très souples, d'accord. Donc briefing, Papa 06, hein, donc de principe du vol pour voir cet aspect-là des planeurs. Question numéro 7. En considérant la figure ci-dessous, les combinaisons correctes sont alors, donc les numéros, on ne les voit pas très bien, d'accord? En plus, le jour de l'examen, vous aurez des photocopies de photocopies, ce sera encore moins lisible. Donc le 1, il se situe là, le 2 ici, le 3, le 4 et le 5. Donc on vous demande de situer le bord d'attaque, le bord de fuite, le saumon d'aile et l'extrado. Donc là, on voit que on voit que le parapente, il avance dans ce sens-là, hein, d'accord? On voit qu'il avance vers ici. Donc là, le 2, ça va être le bord d'attaque, d'accord? Sur le côté, le bord là, on va avoir le saumon, d'accord? Donc Charlie, ça va être 3 et bord d'attaque alpha, ça va être 2. Donc A2, c'est 3, on cherche déjà. A2, c'est 3. Est-ce qu'on en a un? Bah, on n'en a qu'un déjà, c'est la réponse alpha. Mais on va quand même lever le doute sur le reste. Donc le bord de fuite est forcément de l'autre côté, ça va être le 4, d'accord. L'extrado va être au-dessus, c'est le 1, et l'intrado, ça va être en dessous, c'est donc le 5. D'accord. Et donc c'est la réponse alpha, A2, B4, C3, D1. Briefing ICO 06 pour revoir ça. On passe à la question suivante, de la page suivante. Question numéro 8. Les pièces se situant dans le sens longitudinal de l'aile et assurant la plus grande partie de la résistance sont les traverses, les longerons, l'hélice, les raidisseurs. Donc là, on parle bien du sens longitudinal de l'aile et pas de l'avion, d'accord? Donc tout ce qui traverse l'aile depuis l'emplanture jusqu'au saumon. Et donc ça, ce sont les longerons. Réponse bravo.
Et vous pouvez revoir la structure de l'aile dans le briefing ECO 18. Question numéro 9. Les couples ont dans le fuselage le même rôle que les nervures dans les ailes, sont situés en bout d'aile pour éviter les tourbillons marginaux, sont les pièces maîtresses du fuselage qui supportent les efforts de flexion, sont toujours montées par paires pour augmenter leur solidité. C'est la réponse alpha. Ont pour le fuselage le même rôle que les nervures dans les ailes, c'est-à-dire qu'elles donnent la forme principalement. Voilà. Donc, ECO 18 pour revoir ce briefing. Question numéro 10. Dans un empennage en T, la gouverne de direction se situe se situe en haut de l'empennage vertical. La gouverne de profondeur est actionnée par le palonnier. La gouverne de direction permet la rotation autour de l'axe de tangage. La gouverne de profondeur se situe en haut de l'empennage vertical. Donc là, c'est la gouverne de profondeur, elle est en haut de l'empennage vertical. Réponse delta, hein. On a vu ces différentes configurations d'ailes et d'empennage dans le briefing PAPA 11. Donc PAPA, c'est un briefing de principe du vol. Question numéro 11. Le pilotage en vol d'un deltaplane s'effectue à l'aide du trapèze, manche à balai, palonnier ou barreau de pilotage. Donc ça s'appelle le trapèze, d'accord? Réponse alpha. Et briefing ECO 08 où on a vu ça. Question numéro 12. Pour un avion au sol à l'arrêt, l'aile subit une flexion vers le bas, une torsion, une traction, une compression. Donc c'est une flexion vers le bas, d'accord? Donc l'aile est plus tirée vers le haut par la portance, mais vers le bas par le poids, vu qu'il n'y a pas de portance, d'accord? Donc une flexion vers le bas, et ce qui provoque d'ailleurs, pour information, hein, une compression au niveau en dessous de l'aile, au niveau de l'intrado, et une traction au-dessus de l'aile, au niveau de l'extrado. Donc c'est la réponse alpha, une flexion vers le bas pour l'aile. Briefing ICO 17 pour revoir ça. Question numéro 13. Sur un aéronef multi-axe, la commande permettant d'agir sur l'axe de lacet est le palonnier, le manche en le déplaçant latéralement, le manche en le déplaçant d'avant en arrière, la commande moteur. Donc, autour de l'axe de lacet, c'est l'axe vertical, d'accord? C'est la gouverne de direction donc qui nous permet d'avoir ça. Et c'est le palonnier, d'accord? Réponse alpha. Et on a vu ça dans le briefing Papa 17. Voilà. Dans le briefing Papa 17. Donc, briefing de principe du vol, hein. Donc là, on est à mi-chemin entre tout ce qui est principe du vol et tout ce qui est étude des aéronefs. Ensuite, au cours d'un vol, l'action du pilote sur le palonnier, ben, tiens, c'est la même question qu'avant presque, agit sur la gouverne de direction, sur la gouverne de profondeur, n'agit sur aucun élément car le palonnier n'est utilisable qu'au sol, agit sur la gouverne de gauchissement. C'est la réponse alpha, agit sur la gouverne de direction. La réponse Charlie, c'était pour vous piéger parce que le palonnier, il sert aussi à rouler au sol, effectivement, mais il ne sert pas qu'à ça, d'accord? Donc, briefing Papa 17, hein, toujours pour tout ce qui est autour de l'axe Z. Question numéro 15. Sur un ULM multi-axe, si l'aileron droit se lève, l'ULM pivote sur l'axe de roulis, l'ULM pivote sur l'axe de tangage, l'aileron gauche se lève également, la gouverne de profondeur s'abaisse. Donc, un ULM multi-axe, c'est comme un petit avion, d'accord? Et c'est la réponse alpha. L'ULM pivote autour de l'axe de roulis. Donc, il s'incline. Il s'incline à gauche ou à droite, d'accord? Donc là, on va avoir l'aileron droit qui se lève. Donc, on va avoir l'aileron gauche qui s'abaisse et l'avion, il va pivoter, il va s'incliner à droite, d'accord? Et donc, autour de l'axe de roulis, qui est l'axe des X, hein, qui est l'axe longitudinal qui traverse l'avion de derrière vers devant, d'accord? Voilà. Et le roulis, vous vous rappelez, pour retenir que c'était le roulis, on imaginait que quelqu'un était malade sur un bateau, sur le côté du bateau, il voyait l'horizon qui montait, qui descendait parce que l'avion, parce que le bateau, il avait du roulis. Voilà. Question numéro 16. Lorsque les volets sont en configuration atterrissage, la configuration est dite lisse, les volets sont rentrés, la courbure de l'aile augmente pour augmenter la portance, leur braquage est négatif. Donc, c'est réponse Charlie. La courbure de l'aile augmente pour augmenter la portance. Mais ce qui augmente aussi la portance, c'est la surface de l'aile qui augmente. D'accord? Mais la bonne réponse, donc la réponse Charlie. Et vous pouvez revoir ça dans le briefing Papa 12. Question numéro 17. Le fluide d'un circuit hydraulique et de l'eau utilisable sous basse pression et à une température supérieure à 0 degré est difficilement utilisable sur avion du fait de sa compressibilité, n'est utilisé qu'au-delà de 0 degré pour actionner les freins et les vérins des trains escamotables, est utilisé sous pression pour actionner les commandes. Donc, c'est la réponse delta est utilisée sous pression pour actionner les commandes. Et donc, pour revoir ça, je vous invite à voir le briefing ECO 19 hein, sur les servitudes de bord.
Page suivante avec la question numéro 18. La sonde Pitot est un dispositif permettant de mesurer la vitesse, la température, la pression statique uniquement, l'altitude. C'est la vitesse, réponse alpha. Briefing Echo 37 sur tout ce qui est badin, sonde Pitot et indication de vitesse. Question numéro 19. Parmi ces instruments, un seul est facultatif à bord d'un planeur. Il s'agit du compas, de l'altimètre, de l'anémomètre, du transpondeur. C'est le transpondeur, d'accord. Le transpondeur, il n'est pas obligatoire si vous voulez pas dans des espaces aériens contrôlés. Donc, il n'y a aucune raison de l'avoir forcément à bord. Briefing Echo 33 pour voir ça, et vous pouvez aussi regarder le briefing Echo 05. Question numéro 20, enfin. L'arc blanc d'un anémomètre correspond au domaine de vitesse en lice, au domaine d'utilisation des volets, à la vitesse de décrochage, aux vitesses à ne jamais dépasser. C'est au domaine d'utilisation des volets, hein. L'arc blanc, déjà, c'est un arc et ce n'est pas une vitesse limite, donc ce n'est pas réponse Charlie ou Delta. Et c'est le domaine d'utilisation des volets. Réponse bravo. Et vous pouvez donc revoir ça, tout ce qui est vitesse, dans le briefing Echo 37. Voilà, on a vu toutes les questions du commun au BIA et au CAEA. Attaquons maintenant les 5 questions spécifiques au CAEA. L'empattement est la distance entre les saumons, la distance entre les roues et les trains principaux, la distance entre le nez et la queue de l'avion, la distance entre les axes du train principal et la roulette de nez. Donc l'empattement, c'est la distance entre les axes du train principal et la roulette de nez, réponse delta. D'accord. Ce n'est pas la distance entre les roues des trains principaux qui est la réponse bravo. Ça s'appelle la voie. D'accord. Pour voir la différence entre la voie et l'empattement, elle est dans le briefing ECO 16. Question 22. Le rendement d'une hélice est défini par le rapport puissance utile sur puissance absorbée sur puissance utile, traction sur traînée, traînée sur traction. C'est la réponse alpha, puissance utile sur puissance absorbée. D'accord. C'est ce qu'on a réussi à avoir par rapport à ce qu'on nous avait donné. D'accord. Donc, c'est d'ailleurs le rendement, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce qu'on nous donne au départ et qu'est-ce qu'on arrive à avoir en sortie. Donc, c'est la puissance utile, hein, qu'on utilise vraiment par rapport à qu'on a vraiment à la fin, qui est utilisable, sur la puissance absorbée, ce qu'on avait au départ. Briefing Echo 29 pour voir ça. Question numéro 23. Dans un turbopropulseur, l'air accéléré entraîne directement l'hélice. L'air accéléré entraîne une turbine. L'air accéléré permet principalement de propulser l'aéronef. L'air alimentant le carburateur est comprimé. C'est la réponse bravo. D'accord. Ce n'est pas la réponse alpha parce que ça n'entraîne pas directement l'hélice. Il y a un réducteur parce que sinon l'hélice elle passerait le mur du son, ça irait pas. D'accord. Ce n'est pas la réponse Charlie non plus parce que ce n'est pas un réacteur. C'est donc l'air accéléré ne permet pas juste de propulser l'aéronef. Enfin, ce n'est pas la réponse delta, parce que là, on essaie de vous embrouiller en vous parlant du moteur turbo-compressé. C'est un turbopropulseur, ce n'est pas un moteur turbo-compressé. Donc, c'est la réponse bravo. L'air accéléré entraîne une turbine. Et vous pouvez revoir ça dans le briefing Echo 32. Question numéro 24. L'hystérésis est un retard lors des variations de vitesse verticale, un boîtier qui permet d'éviter les erreurs de lecture, une méthode qui permet au pilote de ne pas stresser lors des phases de vol délicates, une erreur que le pilote corrigera régulièrement sur le conservateur de cap. L'hystérésis, c'est un retard sur les variations de vitesse verticale. D'accord. C'est un cycle d'hystérésis derrière. On a toujours un petit retard. Et donc, on appelle ça l'hystérésis. Il n'a rien à voir avec une méthode qui permettrait au pilote de ne pas devenir hystérique, hein. Donc, c'est la réponse alpha. Et briefing Eco 38 où on parle un peu de ça. Enfin, dernière question. Une capsule anéroïde de Vidi se gonfle dans l'altimètre lorsque l'altitude de l'avion diminue, dans le variomètre lorsque la pression statique est inférieure à la pression du boîtier, dans l'anémomètre lorsque la pression totale augmente, lorsque les pressions sont égales de part et d'autre de la capsule. Alors, la réponse qui était attendue, c'était la réponse Charlie, dans l'anémomètre lorsque la pression totale augmente, mais elle est fausse. La pression qui pourrait la plus être la réponse qui pourrait la plus être juste, c'est la réponse alpha dans l'altimètre lorsque l'altitude de l'avion diminue. Voilà. Revoyez ça, revoyez le briefing Echo 37 et Echo 38 pour voir ça. Alors pourquoi ça? Parce que dans l'altimètre, lorsque l'altitude augmente, on a effectivement une capsule anéroïde de Vidi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas percée, d'accord. Elle est anéroïde et on a une pression fixe dedans qui est à la construction. Et ensuite, en fonction de la pression qu'on a autour, elle va gonfler ou se dégonfler. Et ça va nous donner l'altitude, d'accord. Mais c'est quand l'altitude de l'avion augmente qu'elle se gonfle.
d'accord? Parce que quand l'altitude augmente, la pression à l'extérieur, elle diminue et donc la capsule va gonfler. Donc c'est la réponse, même la réponse alpha, elle est fausse, quoi, d'accord? Et en tout cas, c'est pas l'anémomètre parce que dans l'anémomètre, c'est pas une capsule de Vidi, c'est une capsule, à l'intérieur de la capsule, c'est pas une pression fixe, c'est la pression, totale qui rentre. Donc cette question, elle devrait être annulée, quoi, voilà. Elle est fausse.